le cadre du débat public sur l'extension du port de Dunkerque, la commission particulière du débat public a souhaité entendre un certain nombre d'experts pour éclairer le projet et notamment tous ces enjeux. C'est à ce titre que nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Hélène de Villers, donc, qui est la directrice de Atmo Hauts-de-France. Bonjour madame, ainsi que Sandra Vermersch, qui est chargée d'études à Atmo Hauts-de-France. Donc Atmo Hauts-de-France, qui est l'une des 19 associations agréées, et donc chargée à la fois de l'observation et de l'information sur la qualité de l'air. Donc vous allez nous en parler. Merci beaucoup mesdames, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc nous allons commencer par une présentation très rapide justement d'Atmo Hauts-de-France. Donc simplement vous dire que nous avons fusionné au 1er janvier dernier entre Atmo Nord-Pas-de-Calais et Atmo Picardie. Donc nous surveillons, informons et accompagnons sur la qualité de l'air en Hauts-de-France. Donc nous avons 40 années d'expertise, 62 sites de mesure dans toute la région, 189 adhérents, 50 salariés, 170 mesures de l'air produites par heure, 140 cartes de prévision par jour et plus de 30 polluants et familles de polluants surveillés, dont 12 réglementaires. Donc qui sommes-nous ? Nous sommes effectivement l'association régionale pour la surveillance et l'évaluation de l'atmosphère. Donc nous avons un agrément de l'État et notre conseil d'administration est constitué des membres associatifs de l'État, des acteurs économiques et des représentants des collectivités territoriales. Donc nos grandes missions sont de surveiller, par des stations, des modèles qu'on explicitera ensuite, d'informer la population sur la qualité de l'air et surtout d'accompagner les acteurs afin de les aider à progresser en termes de qualité de l'air. Alors, lors de notre présentation, nous vous demanderons d'essayer de bien faire la différence à chaque fois entre les émissions et les concentrations. Alors c'est une question de vocabulaire, mais pas que. Alors les émissions, c'est vraiment ce qui sort des pots d'échappement des voitures, des cheminées des usines. C'est donc les polluants qui sont produits par tous les acteurs. Donc c'est l'agriculture, le transport, ainsi de suite. Par contre, les concentrations, c'est ce que nous respirons tous. Et entre deux, évidemment, il y a la dispersion atmosphérique, il y a les conditions météorologiques, il y a les distances qui jouent. Donc il faut bien ne pas confondre les émissions qui sont les polluants qui sortent directement des sources et les concentrations que nous respirons. Et on verra qu'il peut y avoir de fortes différences, notamment entre les émissions et les concentrations. Voilà, c'est un petit élément de vocabulaire qui est important. Donc, les outils de surveillance. Alors, le premier point, c'est en ce qui concerne les émissions. Donc, c'est l'inventaire des émissions. Donc, nous faisons un inventaire d'émissions tous les 2 ans en collectant un certain nombre de données. Alors, les données énergétiques, les données transport, les données transport routier, agriculture, etc. Et donc, nous estimons les émissions pour 43 polluants, dont 6 gaz à effet de serre. Donc, ça peut aller jusqu'à l'échelle de la commune. Donc nous sortons des cartes graphiques que Sandra vous montrera ensuite. Et puis on a aussi des bases de données qui peuvent permettre ensuite de modéliser un certain nombre d'aspects. Donc ces cartes graphiques nous permettent notamment de faire des bilans et des états des lieux pour différents plans. Donc ça c'est le premier point sur les émissions. C'est comment on travaille sur cet aspect-là. Ensuite sur les concentrations que nous respirons. Il y a, on va dire, 2 grandes méthodes. Il y a les stations de mesure. Donc, nous en avons une 60aine dans toute la région Hauts-de-France. On voit, Sandra le détaillera tout à l'heure, mais que sur Dunkerque, il y a quand même une forte concentration de stations de mesure, sachant que ça peut être complété par un dispositif de mesure mobile, puisqu'on a des remorques comme ça qu'on peut bouger en fonction des besoins. Donc ces stations, elles, par contre, sont finalement caractéristiques d'une surface relativement limitée. Par contre, nous travaillons aussi sur de la modélisation. Alors ce qu'on appelle modélisation, vous connaissez les cartes météo. En fait, il y a les mêmes cartes pour la qualité de l'air qui, elles, sont spatialisées. Alors un modèle, comment ça marche ? Alors on rentre dedans les prévisions météo, les émissions, donc les polluants qui sont produits sur le territoire, et puis les mesures qui viennent caler le modèle, et ça nous permet d'avoir des cartes en fait. Alors sachant qu'on en sort à différentes échelles, il peut y avoir à l'échelle de l'agglomération, vous verrez tout à l'heure qu'à l'échelle de la communauté urbaine de Dunkerque, on a un modèle fine échelle à l'échelle de la rue, ou alors ça peut être à l'échelle régionale, où nous avons différents types de modèles en fonction des besoins.
Donc voilà un petit peu pour nos outils de surveillance et ce qu'on peut finalement mettre à disposition en termes de données. Donc je vais passer maintenant la parole à Sandra qui va présenter justement le résultat de ces données sur Dunkerque. Merci. Alors, au niveau de l'agglomération de Dunkerque, on va maintenant s'attarder un peu plus sur le secteur qui nous intéresse. Donc on sait maintenant depuis de nombreuses années, c'est un territoire particulièrement urbanisé et industrialisé au regard des autres territoires de la région Hauts-de-France. Ça a impliqué aussi la création du premier réseau de surveillance de la qualité de l'air de la région, qui s'appelait à l'époque l'AREMAD, donc en 1976. Et de ce fait, ça a impliqué aussi qu'on a sur le secteur une population historiquement sensibilisée aux enjeux de la qualité de l'air. Alors, on va prendre différents angles pour étudier le territoire. On va d'abord le regarder en fonction des émissions de polluants atmosphériques. Alors, vous avez ici la fiche qui représente les émissions des oxydes d'azote donc pour la communauté urbaine de Dunkerque. Ce sont les émissions de l'année 2012. C'est la dernière année actuellement disponible. On est en train de faire le travail pour l'année 2015. Alors, vous retrouvez le détail des émissions donc, en tonnes émises pour le secteur. Ici, vous avez l'évolution au fil des années, donc 2008, 2010 et 2012. Vous avez la répartition de ces émissions par secteur d'activité, donc ici, au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque. Et il est intéressant de mettre cette répartition en parallèle avec ce qu'on obtient pour la région Hauts-de-France. Ensuite, les émissions rapportées à l'habitant et les émissions rapportées à l'hectare. Donc en fait, ce qu'on obtient ici pour les oxydes d'azote, et on verra que c'est récurrent aussi pour les autres polluants, on va dire d'intérêt les plus importants pour le secteur. Donc on observe en fait un profil assez particulier pour la communauté urbaine de Dunkerque, dans le sens où en général les oxydes d'azote sont principalement émis par le trafic routier, enfin qui est en rouge, et même globalement les modes de transport. Donc on estime à environ la moitié des émissions qui sont liées à ce secteur d'activité. Alors que sur la communauté urbaine de Dunkerque, on a un profil largement dominé par les émissions d'origine industrielle qui sont ici en bleu foncé et en bleu clair. Maintenant, si on passe à la fiche des particules PM10, donc on retrouve ce profil largement dominé sur le secteur par les activités industrielles. On a 73% et puis 8% pour l'extraction, transformation et distribution d'énergie. Alors qu'au niveau de la région Hauts-de-France, globalement, les émissions de PM10 sont multisectorielles. On a une répartition quasi équivalente entre le secteur agricole, le secteur résidentiel tertiaire et puis l'industrie et les transports. Donc là, c'est une particularité, on va dire, locale qui est une dominante industrielle. Sur les particules plus fines, donc les particules PM2,5, on a a priori à peu de choses près le même profil que pour les PM10, une tendance là aussi dominée par les émissions d'origine industrielle. Au niveau des évolutions au fil des années, donc on a une petite fluctuation, puisqu'en 2010, les émissions ont baissé, puis ont réaugmenté un peu en 2012. Et enfin, le quatrième polluant sur lequel on a choisi aujourd'hui de se focaliser, c'est le dioxyde de soufre, où là, en revanche, on a des profils similaires entre le territoire qui nous intéresse ici et la région Hauts-de-France, puisque en fait, le dioxyde de soufre est un polluant largement dominé par les émissions industrielles d'une manière générale. Et qui est aussi en nette baisse depuis 2008, donc 2010-2012. C'est le principal polluant, on verra aussi en termes de concentration plus loin, mais qui a largement diminué ses émissions au fur et à mesure des années. Donc là, c'est une autre vision des émissions pour voir un petit peu comment se comporte le territoire de Dunkerque par rapport aux autres territoires de la région. Donc on est à l'échelle à chaque fois de la communauté de communes. Donc on voit que pour les particules, que ce soit PM10 ou PM2,5, on a un territoire qui ressort à peu près au même titre que l'agglomération lilloise. Il faut savoir aussi qu'en fait, depuis quelques années, l'ex-région Nord-Pas-de-Calais est soumise à une problématique de particules. Donc ça, c'est un effet général qu'on a observé maintenant depuis quelques années.
Sur les oxydes d'azote et le dioxyde de soufre, donc pour les oxydes d'azote, le territoire ressort également au même titre que l'agglomération lilloise, avec aussi Valenciennes, Béthune. Pour le dioxyde de soufre, c'est différent puisqu'on est là sur un polluant vraiment à dominante industrielle, et c'est ce qui ressort nettement puisque sur les territoires moins industrialisés de la région, on a quasiment plus d'émissions. Alors ici, vous avez le graphique qui reprend l'évolution au fil des années. Donc d'abord ici, sur ce premier graphe, des émissions de tous les secteurs confondus, toujours à l'échelle de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu une baisse importante entre 2008 et 2010 pour les oxydes d'azote. Ensuite, ça a stagné en 2012. Pour les particules, donc PM10, PM2,5, on est sur des émissions qui ont légèrement fluctué, mais dont il n'y a pas eu vraiment de différence au fil des années. En revanche, pour le dioxyde de soufre, on a une nette baisse, comme ce que je disais tout à l'heure, entre 2008, 2010, 2012. Maintenant, si on focalise sur les émissions liées au transport routier du secteur, on voit qu'on n'a pas du tout de problématique de dioxyde de soufre. On a une petite problématique particules, PM10, PM2,5, et puis, comme ce qu'on observe en général, une problématique oxyde d'azote qui est en tendance à la baisse quand même au fil des ans. Maintenant, l'autre secteur qui nous intéresse aussi, c'est le secteur autres modes de transport, qui inclut en fait le transport maritime, le transport fluvial et l'aérien. Ce qu'on aperçoit ici, c'est qu'on retrouve quelques émissions de dioxyde de soufre à la baisse, des particules PM10, PM2,5, où en fait on a aussi un petit peu de fluctuation, mais ce n'est pas le polluant majeur pour ce secteur. Et puis les oxydes d'azote qui ont baissé en 2010 pourraient augmenter un petit peu en 2012. Alors maintenant, si on regarde la qualité de l'air d'un point de vue de la modélisation des concentrations, vous avez ici les résultats donc, de l'année 2016, donc en moyenne avec la carte de gauche pour les particules PM10 et pour le dioxyde d'azote sur la carte de droite. Donc ce qui ressort sur cette carte de modélisation pour les PM10, c'est globalement les établissements industriels ici au nord de la zone, qui sont soumis à une réglementation particulière. Et puis ici, pour les oxydes d'azote, c'est l'axe de la 16, donc l'autoroute A16, et puis le port ouest avec notamment le trafic maritime. Alors c'est toujours intéressant de regarder ce qu'on obtient aussi pour les autres types d'agglomérations. Ce qu'on peut dire, c'est que ici, donc, même chose, ce sont les résultats de 2016 pour les particules PM10. Donc on a des cartes assez similaires, même si on retrouve des axes routiers qui ressortent pour l'agglomération lilloise, en lien aussi avec la taille de l'agglomération. Pour les autres types de cartes, on est sur quand même des concentrations en particules PM10 relativement faibles. Pour le dioxyde d'azote, donc là aussi, c'était intéressant de mettre en lien ce qu'on pouvait obtenir pour d'autres agglomérations. Et ce qui ressort systématiquement, c'est que c'est un polluant à enjeu trafic routier et trafic autres transports également. Alors ici, c'est également une carte de modélisation, mais qu'on utilise comme indicateur pour notamment les collectivités lorsqu'il s'agit de décider où agir en priorité en termes de qualité de l'air. Donc cette carte reprend 3 types de polluants, le dioxyde d'azote, les PM10 et le dioxyde de soufre. Elle prend en compte 3 années de concentration, donc 2012, 2013 et 2014. Elle sera prochainement réactualisée. Et elle permet en fait de définir des zones air prioritaires en fonction des concentrations obtenues, en fonction des valeurs limites, donc valeurs réglementaires, de chacun de ces polluants. Donc pour la carte de l'agglomération dunkerquoise, on voit ici qu'en fait on n'a personne qui se trouve dans une zone air prioritaire. On a quelques personnes qui se trouvent en zone en dépassement réglementaire, 200 personnes exactement. Et puis on a environ 4000 personnes qui sont en zone en dépassement potentiel.
sachant qu'en fait, la grande majeure partie de l'agglomération n'est pas touchée dans une zone par un dépassement réglementaire, puisqu'elle se trouve en zone verte. Alors après, ce qui ressort évidemment ici en bordeaux rouge, c'est lié à la zone industrielle sidérurgique, où là, il faut faire quand même attention parce que c'est une zone soumise à un autre type de réglementation. On n'est pas sur les mêmes réglementations qu'en air ambiant, air que les gens respirent. Alors, un autre outil aussi qui existe sur le secteur, c'est la modélisation urbaine. Donc, il y a une plateforme qui est disponible en ligne, accessible à tous, et qui permet de prévoir la qualité de l'air, donc pour demain, après-demain, en fonction de 4 types de polluants, donc le dioxyde d'azote, l'ozone, les particules PM10 et le dioxyde de soufre. Alors maintenant, on va terminer par voir la qualité de l'air d'un point de vue des concentrations. Donc là, vraiment, ce que les gens respirent et ce que nous, on mesure à travers nos stations de mesure. Donc sur le secteur, on a une dizaine de points de mesure recensés un peu tout le long de la côte. Alors il faut savoir que ces points de mesure ne mesurent pas tous les mêmes polluants, puisqu'on a des polluants qui répondent à des enjeux réglementaires différents, on a des mesures qui peuvent répondre à des études conventionnées avec des établissements industriels. Donc ces stations-là ne mesurent pas toutes la même chose. Et aussi, on est donc là sur un état du parc en octobre 2017. Ce parc est en train d'évoluer puisque nous sommes en train de réviser notre programme de surveillance qui est établi pour 5 ans. Et de ce fait, les mesures de ce parc-là sont en cours d'évolution. Alors voici à présent les résultats en termes de concentration depuis 2008 sur le secteur. Donc ce qu'on voit, c'est que pour les stations de fond, donc ce sont les stations urbaines, périurbaines, donc sous-entendu les stations de mesure qui ne sont pas soumises à une influence industrielle ou automobile. On a des concentrations en ozone qui ont un peu augmenté au fil des années, donc plus 13% en 2016 par rapport à un état zéro qu'on a défini en 2008. En revanche, pour le dioxyde d'azote et les particules, on est à la baisse. Donc moins 32, moins 34%, voire 48% en moins pour les particules PM2,5. Donc vous avez en dessous exactement les chiffres avec les concentrations moyennes relevées au fil des années. Ce qui ressort aussi, c'est qu'en fait, pour le dioxyde de soufre, on est depuis 2008 en dessous de la limite de détection. Donc on est sur un polluant qui, en moyenne annuelle, est devenu négligeable. En revanche, on continue d'observer des pics horaires en fait, liés aux activités industrielles. Et puis ici, le graphique qui reprend les concentrations, cette fois pour les stations de proximité, où on voit aussi qu'on est quand même une tendance à la baisse. Donc pour le dioxyde d'azote et les particules PM10, ce sont les polluants qu'on mesure en continu depuis 2008. C'est pour ça qu'on n'a que ces deux polluants-là sur ce graphe. Alors maintenant, c'est un graphique qui reprend l'ensemble de nos stations de mesure, donc l'ensemble de nos mesures ici PM10 pour l'année 2016, puisque c'est toujours intéressant de comparer nos stations locales, on va dire, avec les résultats des autres stations ailleurs en région. Alors, on peut déjà observer, donc ici, c'est par rapport à la première valeur réglementaire pour les PM10, qui est un nombre de jours à ne pas dépasser en termes de concentration supérieure à 50 microgrammes par mètre cube. Et ici, c'est en concentration annuelle. Donc, on peut voir que pour les stations du Dunkerquois qui sont fléchées en bleu, on a une hétérogénéité en fait puisqu'elle se mêle aux résultats des autres stations de la région. On n'est pas sur un phénomène local, on n'a pas toutes les stations de mesure qui sont regroupées au même endroit. Ce qui veut dire que ce qui s'observe en termes de concentration à Dunkerque en PM10 s'observe aussi par ailleurs en région. Là, ce sont pour les PM2,5, donc on a un petit peu moins de mesures puisque c'est un polluant qu'on mesure un peu moins au niveau de la région. Toutes les stations de la région dépassent l'objectif de qualité, qui est fixé à 10 microgrammes par mètre cube. Les stations de Dunkerque, Malo et de Capelle-la-Grande sont parmi les stations qui ont enregistré une des concentrations les plus basses en PM2,5 en 2016. Enfin, pour les oxydes d'azote, donc même chose,
on a des stations de mesure qui sont réparties parmi les autres stations du territoire. Ici, on est aussi en concentration annuelle. Donc on peut effectivement dire qu'on n'a pas de phénomène local visible au niveau des concentrations sur le Dunkerquois. Alors là, c'est une vue au regard de la réglementation, puisqu'il existe différents types de valeurs réglementaires en fonction des polluants étudiés. Pour 2016, ce qui ressort, c'est que les valeurs réglementaires annuelles sont respectées par toutes les stations, sauf les objectifs à long terme pour la protection de la santé et pour l'ozone. Ça, c'est quelque chose de classique. Chaque année, on a des dépassements de valeurs pour l'ozone en période estivale partout. Et puis, pour l'objectif de qualité, pour les particules fines PM2,5. Donc, on voit ici, vous avez sur le territoire de Dunkerque et sur la région Hauts-de-France. Donc, on est sur des constats similaires. On a recensé néanmoins des épisodes de pollution qui, là, répondent à une autre procédure. C'est différent des valeurs réglementaires encore. Ce sont des procédures particulières qu'on déclenche au cas où on prévoit un épisode de pollution. Et on a eu des épisodes donc, en PM10 et en ozone sur toute la région Hauts-de-France. La particularité, c'est qu'en 2016, on a eu un épisode de pollution au dioxyde de soufre pour Dunkerque localisé en lien avec la proximité industrielle. Alors enfin, pour terminer cette vision qualité de l'air au regard des études réalisées avec les partenaires locaux, donc il faut savoir qu'en fait, c'est un territoire qui est suivi maintenant depuis de nombreuses années. On a par exemple le suivi annuel à Mardic, donc depuis 2008, avec les établissements Versalis et Total. On a aussi un suivi annuel où on observe les concentrations de fluorure avec Rio Tinto Alcan. Et puis on a eu de nombreuses études réalisées avec la communauté urbaine de Dunkerque. On a eu par exemple le suivi des pesticides en 2013, l'accompagnement plan climat en 2015, la valorisation de l'inventaire. On a ainsi comme ça, au fur et à mesure du temps, de nombreuses études avec nos différents partenaires locaux. Donc voilà, on voulait préciser donc, que c'est quand même une agglomération qui est un secteur à enjeu en termes de qualité de l'air, mais qu'on a une population qui est sensibilisée. On a des acteurs locaux, donc que ce soit associations, industriels, universitaires, collectivités, etc., qui sont réactifs et participatifs par rapport à ce sujet. Et puis, il y a aussi la mise en place de mesures incitatives. Et j'ai en tête, par exemple, prochainement, la gratuité des transports en commun sur la ville de Dunkerque, qui est une belle mesure incitative en termes de qualité de l'air. Si besoin, vous pouvez retrouver toutes les informations présentées ici dans le bilan territorial, voilà, de la communauté urbaine de Dunkerque qui est disponible en ligne, accessible à tous. Moi, je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Donc, si on voulait faire un résumé très bref, la situation en matière d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote s'améliore. Un problème quand même sur les particules fines, même si ça n'atteint pas encore un niveau forcément dramatique. Alors, la problématique particules fines est une problématique de toute l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, puisque depuis plusieurs années, il y a un plan de protection de l'atmosphère qui a été mis en place sur toute la région, l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, dans la mesure où jusqu'en 2012, les seuils réglementaires dont on parlait tout à l'heure de 35 jours par an qui dépassaient 50 microgrammes, jusqu'en 2012, ces seuils étaient dépassés tous les ans. Or, depuis 2012, on voit qu'il y a une amélioration en ce qui concerne les particules PM10, puisqu'on a vu là la courbe. Alors elle est plus accentuée encore sur Dunkerque que sur la région. On voit qu'en termes de concentration, il y a quand même une amélioration sur les particules fines. Donc c'est vrai qu'on en parle de plus en plus depuis quelques années puisque le public est plus sensibilisé, mais en réalité, il y a une amélioration légère sur le fond qu'il faut poursuivre sur cette problématique, sur toute la région et sur le Dunkerquois. D'accord. Mais j'ai compris donc que les seuils d'alerte pouvaient être dépassés pour les particules fines. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des seuils pour l'année, donc en disant qu'il ne faut pas dépasser plus de 35 jours par an, 50 microgrammes. Et après, il y a des seuils journaliers. Donc, effectivement, par exemple, en 2016, il y a eu, pour les particules, 19 jours d'épisode, où donc il y a eu plus de 50 microgrammes mesurés sur la journée. Donc, il y a des jours qui ont été déclenchés. Donc, par exemple, en 2016, il y a eu 19 jours pour les particules,
2 jours où il y a eu à la fois ozone et particules, une journée que ozone et 2 jours dioxyde de soufre dont tu as parlé. En fait, il y a différents seuils réglementaires. Il y en a à l'année, il y en a à la journée. Donc, Et puis il y a des seuils d'alerte et des seuils où là, des actions sont engagées. c'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez parlé du plan de protection de l'atmosphère bon, je pense que c'est celui de 2014, là, de deuxième génération. Est-ce que vous allez tenir vos objectifs, donc 2020 par rapport à 2010, de, je sais plus, moins 31% et pour les particules fines, je crois, et moins 35% pour les oxydes d'azote ou l'inverse, enfin peu importe. Donc vous êtes, d'après ce que vous venez de dire et de montrer, au moins depuis 2014, mais il y a peu d'années encore passées qui sont validées en quelque sorte par vos soins. Vous êtes quand même donc dans la droite ligne de l'atteinte de ces objectifs. Oui, donc on voit. Tu peux peut-être montrer la slide où il y a pour la région. Tu sais, c'était après dans nos. Ah, c'est parce que là tu l'as pas. En fait, oui, donc il y a globalement une réduction des émissions. Il y a aussi une réduction des concentrations. On l'a vu, on ne dépasse plus depuis 2012 les seuils réglementaires. Maintenant, il faut être prudent parce qu'on a eu quand même des années météo particulières. Donc les années où il pleut beaucoup, etc., bah, ça facilite la dispersion et puis le fait que les particules retombent au sol. Donc pour l'instant, on ne dépasse plus les seuils réglementaires en PM10. Donc on peut dire que il y a quand même une dynamique en région et qu'on est sur la bonne voie. Néanmoins, il faut vraiment poursuivre cette dynamique. On a vu tout à l'heure sur une carte qui était une carte de synthèse un petit peu avant que vous évoquiez les stations, une grosse tâche au niveau d'ArcelorMittal, enfin tout ce qui était industriel, et une toute petite tâche au niveau du bassin. Donc la question est, est-ce que la tâche au niveau du bassin, c'est lié à l'activité... c'est un peu plus loin. Est-ce que... voilà, c'est celle-là. Donc on voit au niveau du port ouest, on voit une petite tâche. Est-ce que cette tâche est due à l'activité strictement transport portuaire ou est-ce qu'il y a une petite activité industrielle? Et question subsidiaire, est-ce que finalement Dunkerque est un port? Enfin, il y en a plusieurs dans la région Hauts-de-France, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de disposer une station mobile à des moments choisis de l'année, vraiment dans le port, dans l'avant-port, pour essayer de discriminer ce qui est strictement portuaire, activité liée au déplacement des navires, de ce qui est émission de sources fixes. Alors, au sujet de cette tâche qu'on retrouve au niveau du port ouest, donc il faut savoir en fait que cette tâche est due aux oxydes d'azote. Donc c'est lié à la combustion de fuel. Et principalement ici, vis-à-vis de la localisation de cette tâche, on soupçonne que c'est en lien avec le trafic maritime. Après, disposer une station mobile, en effet, pour suivre les concentrations, c'est des choses qu'on fait. Mais ça restera toujours un travail très difficile de définir la part de chacun dans les concentrations, en fait. C'est quelque chose qu'on étudie pour certains polluants, mais qui reste très très difficile à faire, notamment pour les polluants gazeux, à savoir est-ce que dans la concentration qu'on observe en dioxyde d'azote, quelle est la part du trafic routier, la part du trafic maritime. À l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qu'on sait faire en termes de concentration. Mais alors justement, en termes d'émissions, comment vous évaluez les émissions liées au déplacement des navires, au déplacement éventuellement des barges? Est-ce que c'est ça vient par exemple du CITEPA ou est-ce que c'est voilà, d'autres sources? En fait, on a un lourd travail d'inventaire des émissions où là, pour chaque secteur d'activité, on récupère donc des données chiffrées, des données chiffrées des polluants émis. Et puis, donc ça part tout le temps des consommations de carburant, on estime. Ensuite, à ces consommations, donc là je parle pour le transport, pour ces consommations de carburant, on va appliquer ce qu'on appelle des facteurs d'émission définis par le CITEPA et on en déduit derrière les émissions en fait. C'est comme ça que ça se fait au niveau de l'inventaire.
Après, c'est pour ça qu'on ne fait pas un inventaire chaque année, parce que c'est compliqué d'avoir les données, de les récupérer. Au niveau du trafic maritime, c'est vrai que c'est aussi une chose assez compliquée, puisqu'on a des navires qui viennent d'un peu partout. Essayer de récolter des données, c'est pas chose évidente, mais il y a des méthodologies qui existent et qu'on suit au niveau national. Par rapport au projet portuaire tel qu'il est porté au débat actuellement, cette multiplication par 5 du nombre de camions porte-conteneurs, comme l'évolution également du trafic maritime, est-ce que ce sont des choses que vous pouvez anticiper et avez-vous des préconisations à faire? Alors oui, on peut. Il y a des travaux de modélisation future qui peuvent se faire, en fait, qui ont déjà été réalisés, par exemple, avec le projet Calais-Port 2015, où en fait on peut modéliser donc les concentrations en termes de qualité de l'air jusqu'à horizon 2025 voire 2030, en fonction de scénarios qui existent aussi par rapport à ce qui doit se faire aussi au fil de l'eau, puisqu'il y a des choses qui évoluent d'un point de vue technologique, etc. Ça nécessite de savoir assez finement de quelle façon le trafic va évoluer. Donc il faut prendre en compte les hypothèses d'évolution. Mais c'est quelque chose qui peut se faire, oui. C'est des études faisables et réalisables. Après, en termes de préconisation, donc forcément, si le port envisage de, par exemple, mettre des bornes électriques au niveau des quais, c'est des choses qui s'étudient aussi en ce moment beaucoup. C'est toujours incitateur pour en face des navires qui puissent plutôt se brancher à l'électrique plutôt que de continuer à consommer des carburants lourds une fois à quai. Et aussi, c'est beaucoup mieux aussi pour les populations environnantes. Donc c'est des mesures qui peuvent être incitatives et favorables en termes de qualité de l'air. Pour compléter sur l'aspect trafic, bon, on a vu que dans les émissions, l'aspect trafic n'est pas majoritaire ici sur le Dunkerquois et que finalement c'est le secteur industriel qui est le principal émetteur des différents polluants. Néanmoins, ce qui pourrait être intéressant, c'est effectivement d'inciter les véhicules peut-être à rouler au GNL, à éviter aussi la congestion de trafic à certaines heures de pointe, etc. Donc, ce qui nous semblerait intéressant, c'est qu'il y ait une concertation des acteurs pour que le trafic soit le moins polluant possible. Oui, mais ce qui suppose donc dans le dossier du maître d'ouvrage, il est fait allusion au fait que les camions finalement peuvent se déplacer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par semaine. Bon, c'est peut-être un peu plus rigide parce qu'il y a peut-être une législation concernant le déplacement des camions, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est lié aussi à d'autres facteurs. Les ferries qui arrivent à Calais tout régulièrement, enfin toutes les 2 heures. Donc c'est peut-être extrêmement compliqué. Bien sûr, il y a des méthodes aussi qui sont engagées, par exemple dans l'agglomération lilloise pour faire ralentir les vitesses. Donc on peut trouver toute une série de moyens. N'empêche que le nombre de camions supplémentaires, de camions ou même de barges, s'agissant du transport fluvial, bon, on peut supposer que pour le ferroviaire, c'est de l'électrique. C'est bon, on ne peut pas, comment dire, c'est de toute façon, à l'heure actuelle, alors ça changera peut-être avec des autres modes d'énergie, des énergies décarbonées, mais à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui, visiblement, avec l'aspect encombrement qui gêne les populations riveraines, interpelle un peu les gens qu'on rencontre dans la rue, en fait. C'est cet aspect-là qui le fait. Alors, juste une chose, et puis ça peut les inquiéter parce que certains font la liaison avec les aspects sanitaires. Donc, sans trop vous engager dans un domaine qui n'est pas le vôtre, qui est celui de l'Agence régionale de la santé, est-ce que vous pouvez quand même, est-ce que les études que vous avez faites vous permettent quand même de dire il faut une vigilance sur tel ou tel polluant parce qu'on sait que ça peut avoir des effets sanitaires assez désagréables, pour ne pas dire désastreux. Est-ce que vous avez des études que vous avez faites donc avec l'entrée pollution atmosphérique qui permettent de dire ça?
Alors effectivement, Atmo n'a pas de compétences en santé. Maintenant, il y a des effets des polluants atmosphériques qui sont bien connus. Alors il y a un certain nombre de gaz qui sont irritants à moyen et long terme pour la santé. Et puis après, il y a des polluants qui sont reconnus comme cancérigènes, comme les particules, les molécules telles que les benzènes. Donc il y a effectivement des effets à long terme sur la santé. Alors après, ça dépend des polluants parce qu'on sait par exemple qu'en ce qui concerne les dioxydes d'azote, ils disparaissent assez vite. Donc la distance par rapport à la source à respecter est, plus courte. Alors que les particules, elles voyagent sur des très longues distances. Et on sait notamment que pendant les épisodes de pollution ou autres, on a quelquefois aussi des nuages de pollution qui nous viennent de Belgique, d'Allemagne de l'Est, etc., qui contribuent aussi aux épisodes de pollution qu'on connaît ici. Alors nous, on pollue aussi, quelquefois, sur la région parisienne, il y a aussi l'effet de la pollution qui est conçue chez nous. Néanmoins, effectivement, il y a des effets sur la santé à moyen et long terme. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que chaque polluant a un peu ses effets. Et puis après, il y a l'effet cocktail de polluants. Donc les chercheurs travaillent beaucoup sur nos données, mais aujourd'hui, c'est difficile de donner l'impact exact de l'effet cocktail des polluants sur la santé. Mais il est reconnu aujourd'hui que la pollution de l'air a un effet sur la santé. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit au sujet donc du trafic routier qui, on l'entend, suscite beaucoup de questions. Donc il faut savoir que par rapport à ce trafic-là, à l'heure actuelle, sans parler des évolutions technologiques des années futures, c'est vrai que ce sont les oxydes d'azote qui sont le principal polluant, qui sont les principaux polluants émis par ce type de secteur d'activité. Et en fait, c'est ce qui se voit sur la carte, c'est un polluant qui stagne en fait et qui ne s'étend pas au-delà ou très peu, de l'ordre de 200-300 mètres au niveau des routes. Donc après, tout est une question aussi d'aménagement de ce qui sera fait avec le projet du port. Mais il y a des choses qu'on peut d'ores et déjà penser pour éviter d'exposer des habitants à ce type de pollution. Ce qui veut dire que dans le cas présent, la distinction émission-concentration, c'est justement là où la concentration est très proche de la source d'émission. Oui, pour le trafic routier, c'est vrai que là, c'est assez typique où on ne s'étend pas très loin au niveau entre l'émission. Et puis, c'est pour ça qu'on a des stations de proximité automobile où on essaie de se caler au maximum en proximité des routes directement pour voir les effets. Juste une question qui poursuit d'ailleurs une question et une réponse que vous avez fournie sur la modélisation. Est-ce que vous avez, je crois que le port de Dunkerque est membre d'Atmo Hauts-de-France, est-ce que vous avez des contacts avec le port justement pour voir comment modéliser son projet? Donc pas si c'est possible puisque vous avez répondu, mais s'il est envisagé de le faire. Alors, on a eu des échanges à ce sujet-là, voir ce qui était faisable, pas faisable en termes d'études. Après, on est soumis aussi, enfin, il y a une réglementation d'appel d'offres qui fait que peut-être que ce sera nous ou pas d'ailleurs qui pourront réaliser ce type d'études. Mais visiblement, oui, le port est intéressé par une étude de modélisation en termes de qualité de l'air. Par rapport au suivi, à l'évolution de vos mesures, notamment au niveau du port, est-ce que vous avez constaté des évolutions suite à la fermeture des raffineries, par exemple? Si on peut revenir sur elle était avant ou après, je ne sais plus. C'était là. Donc, par exemple, là, si on voit que les raffineries ont fermé en 2010-2011, bon, on voit quand même, c'est difficile, c'est pas à un moment net où il y a une chute. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les conditions météo jouent aussi dans les concentrations, comme on disait. Il y a aussi la pollution qui vient de l'extérieur. Donc, c'est là où c'est difficile d'avoir un effet net. Mais on voit quand même que... par rapport à la région, sur les particules, là on est à moins 34% pour les PM10 et moins 48% pour les PM2,5. La tendance, elle est plus accentuée à la baisse que sur la région. Donc on peut dire qu'il y a certainement quand même un effet d'atténuation.
Je reviens au plan de protection de l'atmosphère. J'ai cru voir qu'il y avait un certain nombre d'études qui étaient préconisées, notamment une étude qui, je pense, doit concerner Dunkerque et de façon plus générale tout le littoral. C'est celle relative à la circulation des navires et aux embruns marins qui sont en fait des précurseurs de particules fines. Donc la liaison entre les deux est importante. Est-ce que cette étude a été engagée, et dans l'affirmative, est-ce que il y a des... alors je ne sais pas qui l'a fait d'ailleurs cette étude, hein. Et dans l'affirmative, est-ce qu'il y a des premiers résultats? Alors effectivement, il y a une étude de réalisée portée par l'Université du Littoral Côte d'Opale au sujet des particules PM10, essayer de savoir la contribution justement des embruns marins, donc origine naturelle, hein, dans les PM10. Donc les résultats sont accessibles depuis quelques semaines, voire quelques mois sur Internet. Et il en ressort en fait que, au global, donc sur une étude qui a duré une année environ, c'est estimé à 22% la part des embruns marins dans les PM10. Avec, après, des effets de saisonnalité. Voilà, il me semble qu'en été, c'était tombé à 12% et en hiver à 35%. Donc, en moyenne, voilà, on est sur 22% d'embruns marins dans les PM10 sur une année d'études. Oui, j'ai une question aussi. J'en reviens aux impacts sanitaires sur la base d'études qui, je crois, ont été réalisées. Alors, je ne sais pas si c'est par Atmo à l'époque Nord-Pas-de-Calais, mais qui, sur les agglomérations de Valenciennes, de Douai, de Lens et de Maubeuge, c'était l'évaluation des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique. Est-ce qu'il est envisageable de poursuivre cette démarche et de faire quelque chose sur Dunkerque en profitant par exemple d'opportunités de grands projets, enfin. Alors là, c'est vraiment une compétence de l'ARS, ce sont les études d'impact sanitaire. Effectivement, il faudrait poser la question à l'ARS de savoir s'ils sont prêts à reconduire une étude telle que celle-là. Nous, les données, elles sont disponibles. Donc, si l'ARS souhaite faire ce type d'études, toutes les données dont ils ont besoin sont disponibles. Maintenant, il faudrait voir avec eux s'ils sont prêts à relancer ce type d'études. Je sais qu'ils l'ont fait sur plusieurs agglomérations de la région. Donc, techniquement, je pense que c'est possible. Et ils en ont tiré quelque chose, ou est-ce que vous en avez tiré quelque chose? Parce que je crois qu'elles sont terminées, ou elles doivent l'être, je pense. Parce que bon, si ça a eu des effets positifs pour eux, il est possible que ça les intéresse de reconduire à ce moment-là dans le choix de collectivités. C'est pas à nous, commission particulière du débat public, de le proposer, mais certains pourraient le proposer. Donc. En fait, ils ont estimé sur les agglomérations le nombre de morts prématurées par an. Donc ça permet finalement, y compris par rapport à des pourcentages de population concernée, etc. Donc ça permet finalement de voir, de quantifier l'impact sanitaire de la pollution sur les populations. Écoutez, je crois que vous avez épuisé notre stock de questions. En tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir éclairé non seulement la commission particulière du débat public, mais également tous ceux qui s'intéressent au débat public. Et merci encore de votre intervention.